Chers étudiants, bonjour, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour continuer avec le cours sur les vertébrés. Nous allons aborder l'étude des reptiles et les reptiles, le premier groupe des amniotes. Jusque-là, nous avons étudié des anamiotes avec les reptiles. Donc, nous débutons avec l'étude des amniotes. Et dans cette catégorie, on a les reptiles, on a les oiseaux et les mammifères. Normalement, nous devrions poursuivre avec les amphibiens. Et bon, le fichier n'est pas encore prêt. Et après les reptiles, donc on abordera l'étude des amphibiens. Après, on revient aux oiseaux. Alors, les reptiles, c'est certainement des animaux, des vertébrés auxquels vous êtes accoutumés, et que ce soit ceux qui sont endogènes qu'on retrouve en Haïti ou à l'étranger à travers des vidéos, des documentaires. Les recours, c'est certainement, et beaucoup de reptiles. Donc, nous allons à travers ce cours donc, essayer de décrire donc, les différentes classes, les caractéristiques propres de chaque catégorie de reptiles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un ensemble majeur de vertébrés. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train d'étudier les vertébrés. Et dans un premier temps, on a vu les vertébrés et, et avec squelette et cartilagineux. Et là, on est en train d'étudier des vertébrés avec squelette osseux ou bien ossifiés. Donc, ce sont des vertébrés amniotes, c'est-à-dire il y a une membrane qui enveloppe l'embryon et l'embryon est dans le liquide amniotique. Et il faut dire aussi que les reptiles représentent une étape déterminante dans l'évolution des vertébrés terrestres. Donc, c'est comme quoi ces animaux font la transition entre ceux qui vivent dans l'eau et ceux qui vivent sur la terre ferme. Donc, les reptiles font le lien entre eux, les animaux aquatiques et purement aquatiques et les animaux terrestres. Donc, contrairement aux amphibiens, bon, ils ne dépendent plus directement de l'eau. Et les amphibiens vivent à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. Donc, ces animaux, à savoir les reptiles, donc, ne dépendent plus directement de l'eau pour leur reproduction, alors que les amphibiens, oui. Donc, cette indépendance vis-à-vis de l'eau a été rendue possible par plusieurs innovations qu'on verra dans la suite du cours. Et déjà, on vous donne une idée. Et je vais vous donner une idée, par exemple, de la fécondation interne. Okay, la fécondation interne pour les amphibiens, la fécondation externe, donc ça nécessite par rapport à la fragilité des œufs, donc ça nécessite un endroit humide et pour faciliter l'éclosion, le développement des œufs, alors que pour ces animaux qui s'adaptent très bien au milieu terrestre, donc, et le début de la fécondation est interne, l'œuf amniotique, la peau kératinisée, puisque ces animaux évoluent sur la terre. Donc, la peau est kératinisée. Donc, cette peau kératinisée, c'est une innovation
C'est une innovation leur permettant de s'adapter à la terre ferme. Et puis, une respiration exclusivement pulmonaire. Donc, si ces animaux s'affranchissent de l'eau, donc ils doivent, et leur respiration doivent être adaptées à cette nouvelle vie. Et c'est la raison pour laquelle donc, ils respirent par les poumons. Alors, les reptiles actuels comprennent quatre grandes lignées. On est toujours et les reptiles actuels comprennent quatre grandes lignées. Donc, il y a les chéloniens, c'est-à-dire les tortues. Il y a les squamates, les lézards, les serpents et les amphibènes. Il y a les crocodiliens, les crocodiliens. Donc, dans ce groupe, on a les crocodiles, on a alligator, on a caïman, et il y a un slide qui est réservé à la comparaison entre ces trois catégories d'animaux, de ces trois catégories de reptiles, à savoir les crocodiles, les alligators et les caïmans. Et il y a la quatrième classe, les rhinocéphales, est représentée par un seul individu qu'on appelle le tuatara. Et vous verrez dans la suite beaucoup plus de détails concernant chaque catégorie de reptiles. Donc, il faut également préciser que dans la classification phylogénétique moderne, c'est-à-dire qui base sur la biologie moléculaire, se base sur des liens génétiques. Donc, les oiseaux appartiennent à la lignée évolutive des reptiles. C'est-à-dire que les reptiles sont les proches parents des oiseaux. Cependant, dans ce cours, nous allons nous concentrer principalement sur les reptiles traditionnels sont qualifiés de non-aviens et non-aviens. Alors, comme je l'avais dit à l'introduction, nous allons parler des caractéristiques générales. Donc, ce sont des vertébrés, ce sont des tétrapodes, vertébrés et tétrapodes, amnios, et vertébrés tétrapodes, amnios. Donc, même si les membres ont secondairement disparu chez les serpents, justement, et puisqu'on parle de tétrapodes, alors que dans ce groupe, il y a les serpents qui n'ont aucun membre. Donc, c'est clairement vu que chez les serpents, il n'y a aucun membre. Et chez certains lézards aussi. Okay, donc, mais cela n'empêche pas autant qu'on classe les vertébrés, les reptiles dans la catégorie des tétrapodes. Et leur peau est sèche. Donc, c'est une adaptation à la vie terrestre, le cornet kératinisé, donc souvent couvert d'écailles, ou de plaques. Donc, cela peut permettre de s'adapter à la vie terrestre. Donc, ils sont généralement ectothermes poikilothermes, c'est-à-dire
et leur température corporelle dépend de celle du milieu. Donc, ils n'ont pas cette capacité de réguler leur propre température, faute d'homéostasie. Ils, maintenant, ils doivent s'exposer au soleil pour se réchauffer. OK? Et rechercher l'ombre, l'eau pour intérieur pour se refroidir. Donc, et on modifie leur période d'activité selon les conditions climatiques. Donc, ce sont des animaux poikilothermes, c'est-à-dire qui dépendent de leur température corporelle dépend de celle du milieu. Respiration pulmonaire, ils possèdent des poumons, les poumons sont très bien développés, les poumons sont très bien développés, et puis il y a une circulation double incomplète, sauf les crocodiles. Donc ça, c'est important à se rappeler. Donc, double circulation, okay, sauf, vous vous rappelez, quand on parlait des poissons, on parlait de circulation simple, de circulation simple. Donc là, on parle de circulation double, et à l'exception des crocodiles. Alors, l'idée clé, les reptiles sont les premiers vertébrés ayant conquis pleinement le milieu terrestre grâce à leur adaptation à la vie aérienne. Donc, ces adaptations concernent la peau, concernent les poumons, concernent aussi la structure des œufs, donc, ou encore le mode de développement de l'embryon. Alors, il faut dire que la fécondation est interne. On en a déjà parlé, fécondation interne. Donc, la majorité des espèces font des œufs, c'est-à-dire sont ovipares, mais certaines sont ovipares. Donc, l'embryon se développe à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la mère et se nourrissent directement aussi des nutriments de la mer. Donc, chez les espèces ovipares, c'est-à-dire celles qui font des œufs, l'embryon se développe dans un œuf amniotique. Amniotique, c'est pas anamnios, mais c'est amniotique, c'est-à-dire qui sont protégés, qui est protégé par des enveloppes. OK? Et cette enveloppe contient le liquide amniotique et souvent protégé par une coquille qui est formée essentiellement de calcium ou encore de carbonate de calcium. Alors, il faut dire aussi que les reptiles possèdent également des organes sensoriels adaptés à leur mode de vie et ils ont une vision très bien développée. Leur olfaction peut être très efficace. Certains utilisent un organe qu'on appelle l'organe paumé ou nasal ou organe de Jacobson, justement par exemple, c'est pas justement pour analyser les molécules chimiques de l'environnement. Et outre
Alors, comme on a déjà précisé pour vous que la peau des reptiles constitue une adaptation, je dirais même que c'est l'adaptation la plus importante au milieu terrestre. Donc, la peau est sèche et contient relativement peu de glandes. Donc, cette faible quantité de glandes, en fait, limite les pertes d'eau par évaporation. Donc, la peau est kératinisée. Donc, la kératine, c'est en fait une protéine résistante qui forme les écailles. Et ce qu'il faut dire, c'est que euh, ces écailles ne sont pas simplement posées sur la peau. Donc, elles résultent de l'épaississement de la couche coronée de l'épidème et elle assure donc une protection mécanique limitant la dessiccation et constitue également une barrière contre certains agents pathogènes. Donc, il faut dire que chez de nombreux reptiles, la croissance impose le renouvellement périodique de la couche cornée. Et on a habitué avec ça chez les serpents notamment, donc il y a la croissance qui oblige certains reptiles à muer. Donc on parle de mue ou ecdysis. Par exemple, chez les serpents, la mue peut se détacher presque en une seule pièce. Chez les lizards, les crocodiliens, donc elles se détachent généralement par fragments. Elles se détachent généralement par fragments. Donc, il faut préciser aussi que la peau porte également diverses annexes. Et donc, la peau peut présenter diverses annexes, telles que griffes, des cornes, des tortues, la carapace et ostéoderme. Et les ostéodermes sont des pièces osseuses formées par le derme et ils sont, je dirais, particulièrement développés chez les crocodiliens et certaines espèces de lézards. Donc, il faut distinguer les écailles cornées superficielles des ostéodermes qui sont des structures osseuses profondes. Ouais, donc il y a une différence entre écailles cornées superficielles et les ostéodermes qui sont beaucoup plus, les structures osseuses qui sont beaucoup plus profondes. Chez les tortues, il y a la carapace. Okay? Donc la carapace associe des éléments osseux internes donc, à des plaques cornées superficielles. Donc là, on peut prendre l'exemple par exemple, chez les crocodiles, les ostéodermes du crocodile fonctionnent comme une armure et, et participent donc aussi aux échanges thermiques. Nous allons à présent parler du squelette de ces animaux. Donc là, on est en train de parler des généralités et après, donc, on abordera les spécificités de chaque catégorie de reptiles. Alors, il faut dire que le squelette des reptiles est entièrement adapté à la locomotion terrestre. Donc, même si certaines lignées sont retournées et secondairement vers le milieu aquatique, et le crâne, généralement, a une seule occiput. Donc,
c'est en fait faut dire que le cancer s'articule avec la première vertèbre cervicale au moyen d'un seul condyle occipital. Okay? Un seul condyle occipital, donc c'est ce qu'on appelle le seul occiput. Et cette disposition diffère de celle des amphibiens et des mammifères qui possèdent généralement deux condyles et occiput. Donc, ce condyle clinique favorise une certaine mobilité de la tête. En ce qui est à la mandibule, donc elle est formée de seul os, donc on l'appelle le dentaire. Donc le dentaire constitue la partie principale, mais plusieurs autres os participent à sa structure. Il faut donc il faut dire que chez les reptiles non aviens, chaque demi-mandibule comprend plusieurs os, alors que chez les mammifères, elle est constituée essentiellement de celle dentaire. Voilà, c'est assez important à rappeler. En ce qui concerne la colonne vertébrale, donc, elle est différenciée en région cervicale, région thoracique, région lombaire, sacrée et région caudale. Et cette petite régionalisation et améliore le soutien du corps et la mobilité. Améliore le soutien du corps et la mobilité. Donc, en ce qui concerne les ceintures, donc il y a les ceintures scapulaires et pelviennes sont robustes, donc très solides et relient les membres au squelette axial. Là, on a parlé de, comme si on a parlé de omoplate, on a parlé de hanche. Les membres sont généralement orientés latéralement, puisqu'on parle de tétrapodes dans une posture étalée. Donc, chez les crocodiliens, ils peuvent néanmoins redresser davantage. Bon, chez les serpents, les membres ont disparu, mais certains groupes comme les boas et les phytons, okay, c'est important, membres courts ou absents, les boas et les phytons conservent des petits vestiges de la ceinture pelvienne et des membres postérieurs. Donc, les membres ont disparu, mais cependant, donc, il peut y avoir des vestiges. C'est comme les cordées, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc, les cordées, à un moment donné de l'existence, la plupart des cordées, au moment de leur développement embryonnaire, avaient comme squelette, comme axe de soutien la corde. Mais cette corde persiste chez certains animaux, notamment les anamniotes, alors que chez les autres, donc, cette corde va régresser ou bien va décider sa place à un système squelettique, soit cartilagineux ou bien osseux, mais dans les vertèbres, il existe quand même chez nous, donc, un reste, okay, un vestige de la corde. Nous allons aborder le système respiratoire. Donc, nous allons parler de la respiration. Donc, contrairement au groupe précédent qui respire par les branchies, et à l'exception des dipneus qui respirent à la fois par des branchies et des poumons.
Mais ce groupe de vertébrés tétrapodes donc respire à l'aide du poumon. Donc, leur peau, le fait qu'elle est épaisse et kératinisée, donc ne permet pas une respiration cutanée importante comme chez les amphibiens. Donc, les amphibiens qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre ferme, donc ils peuvent respirer, ils utilisent la respiration pulmonaire et en même temps la respiration cutanée. Et je me rappelle peut-être pour les larves. Donc, si je me rappelle bien, il y a même la respiration bronchiale chez les larves. Donc, il faut dire aussi que les poumons ne sont pas constitués de véritables alvéoles identiques à celles des mammifères. Okay? Et ils possèdent plutôt des compartiments internes appelés favéoles. Okay? Donc, les compartiments internes sont appelés favéoles. Favéoles. Donc, ce ne sont pas des véritables alvéoles comme chez les mammifères. Donc, les structures qu'ils possèdent, on les appelle les structures à travers lesquelles l'échange gazeux est réalisé. Donc, c'est appelé favéole. OK? Et chez la plupart des lézards et des serpents, il faut dire que la ventilation repose et les mouvements d'écoute, la ventilation par mouvement postaux. Les reptiles ne possèdent pas de diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est le muscle respiratoire. Donc, les reptiles ne possèdent pas de diaphragme. Donc, ça, c'est important à rappeler. Donc, diaphragme, c'est une caractéristique des mammifères. Donc, les reptiles ne possèdent pas de diaphragme. Par contre, la ventilation est assurée, c'est-à-dire l'entrée et la sortie de l'air doivent être assurées par des mouvements et constants. Alors, il faut préciser que les crocodiliens, on parle de crocodiliens, donc je parle de crocodiles, de alligators, je parle de caïmans, donc ce sont les crocodiliens. Eux, ils possèdent un muscle appelé diaphragmaticus. Diaphragmaticus, donc, qui intervient à l'instar du diaphragme donc, dans la respiration. Donc, chez nous, on a le diaphragme, chez les crocodiliens, donc c'est plutôt un muscle respiratoire, donc on appelle diaphragmaticus, qui assure donc, la ventilation chez ces animaux. Et il faut dire que et ça, c'est un point important aussi, c'est que chez de nombreux serpents, le poumon droit est fortement développé. Il y a une dissymétrie dans le développement pulmonaire chez les serpents. Donc, le poumon droit est fortement développé alors que le poumon gauche peut-être soit réduit ou absent complètement. Donc, cette asymétrie ou encore cette dissymétrie est bien entendu une adaptation à la forme allongée du corps. Donc, c'est une adaptation à la forme allongée du corps. Donc, et chez certaines tortues et certains lézards, donc,
il peut y avoir des adaptations particulières permettant la ventilation malgré donc, les contraintes de leur squelette. Nous allons passer à présent au système circulatoire. Ok, comme je vous ai dit, nous allons poursuivre avec le système circulatoire. Alors, en introduction, on avait vu que le système circulatoire est, est, est double. Donc, et il est utile contrairement au steak chain des poissons osseux qui possède un système circulatoire simple. Donc, les reptiles, au contraire, possèdent une circulation double, une circulation pulmonaire, donc se trouvant entre le cœur et les poumons, et une circulation systémique entre le cœur et les organes. Voilà, est-ce que vous comprenez la circulation? Donc, il y a une circulation entre le cœur et les poumons, et une circulation entre le cœur et les organes. Voilà pourquoi on parle de circulation double. Donc, c'est chez nous aussi. Par contre, on avait vu et dans la précédente vidéo que les ostéichiennes possèdent une circulation simple. Donc, cœur, cœur, branchie, organe, cœur. C'est la majorité des reptiles. Donc, il faut dire que le cœur comporte deux oreillettes et un ventricule partiellement compartimenté. Donc, c'est important cette partie. Donc, deux oreillettes et un ventricule partiellement compartimenté. Et puis, vous allez voir que chez les crocodiliens, chez les crocodiliens, le cœur possède quatre cavités. Donc, chez la plupart, chez la majorité, donc c'est un cœur généralement à trois cavités, deux oreillettes, un ventricule partiellement cloisonné, alors que chez les crocodiles, le cœur possède quatre cavités et il y a deux arcs aortiques, arc aortique droit et systémique, et arc aortique gauche et pulmonaire. Donc, vous pouvez observer le cœur avec les oreillettes, oreillette droite, oreillette gauche, les ventricules. OK, donc ici, donc c'est le sang veineux qui, qui arrive ici. OK, donc ici, il y a il y a le sang et
pulmonaire et purifié qui arrive et qui et les ventricules donc, vont se contracter pour distribuer le sang à travers la voie à tous les organes. Alors, il faut dire aussi que les crocodiliens donc, constituent par rapport au système circulatoire une exception remarquable. Donc, le cœur, comme on l'a dit, possède quatre cavités complètement séparées, comme celui des oiseaux et des mammifères. Mais cependant, il conserve deux arômes systémiques reliés par ce qu'on appelle le foramen de Panissa. Le foramen de Panissa, donc ce qui permet des ajustements particuliers de la circulation, notamment pendant la plongée. Donc, cette organisation circulatoire soutient, comme vous le savez, un métabolisme plus efficace que celui de nombreux amphibiens. Pourquoi on parle de soutien au métabolisme? Donc, ça veut dire que le sang, c'est le véhicule qui transporte non seulement les nutriments qui vont être métabolisés, mais aussi l'oxygène qui va être utilisé comme accepteur final, donc des électrons issus du métabolisme des nutriments. Donc le sang joue un rôle important dans le métabolisme cellulaire. Pour ce qui a trait à la reproduction et au développement, il faut dire que la reproduction des reptiles est sexuée et la fécondation est interne. Et reproduction sexuée et fécondation interne. Donc, alors, quand on parle de fécondation interne, donc, ça doit faire penser à un organe reproducteur chez les mâles qui s'appelle hémipénis. Il faut dire aussi que cette fécondation interne donc, protège les gamètes contre la dessiccation et rend possible la reproduction loin des milieux aquatiques. C'est une différence majeure avec les amphibiens dont la fécondation est externe. Donc, il faut la rencontre des gamètes se fait à l'extérieur et justement, cette rencontre se fait dans l'eau pour pouvoir protéger les gamètes contre la dessiccation. Donc, chez les lézards et les serpents, il faut dire que le mâle possède généralement deux hémipénies, dont un seul est utilisé lors de chaque accouplement. Et puis, les tortues et les crocodiliens possèdent un pénis unique. Unique. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Donc, chez les lézards et les serpents, donc, le mâle possède deux hémipénies et un seul utilisé à chaque accouplement. Donc, je ne vais pas utiliser les deux. Peut-être que une est différemment à chaque accouplement. Et par contre, chez les tortues et les crocodiliens, à savoir les lézards, les crocodiles, les caïmans, donc, et pour les vertébrés, ça veut même considérer un pénis unique. Il y a le tuatara qui ne présente pas un organe copulateur spécialisé, donc le transfert des spermatozoïdes se fait par contact cloacal. N'oubliez pas que le cloaque, c'est cette cavité commune à plusieurs conduits. Donc, et
Là, on pourrait parler de fécondation cloacale. Une fécondation cloacale. Donc, et les animaux mettent en contact le cloaque, mâle femelle mettent en contact le cloaque, étant donné que les cellules sexuelles sont déversées dans le cloaque. Donc, c'est le sexuel mâle et femelle. Donc, se fusionnent au moment de la rencontre des cloaques et partenaires. Il faut dire que la majorité des reptiles sont vivipares, c'est-à-dire qu'ils font des œufs et avec un embryon, ok? Et cela même lorsqu'ils vivent dans l'eau. Donc, c'est le cas des tortues marines qui reviennent sur les plages profondes. Je suis certain que vous avez déjà vu des documentaires concernant la reproduction des tortues qui laissent la mer et pour venir pondre sur les plages. Et après, l'éclosion, c'est toute une galère pour les petits tortues de laisser le sable pour gagner la mer. De ça, parfois, au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Donc, il n'y a pas de stade laver, donc le développement est direct, contrairement aux amphibiens. Et contrairement aux amphibiens, dont le développement passe par un stade laver, donc chez ces animaux, c'est un développement direct. C'est un développement direct. Donc, il faut dire que le jeune donc, ressemble globalement à un adulte miniature. Donc, quand le développement est direct, donc, il y a une ressemblance entre l'adulte et le bébé et des reptiles, alors que chez les animaux à développement indirect, il n'y a aucune ressemblance entre bébé et adulte. Donc, c'est au cours du développement. Donc, la larve va perdre certaines parties et développer d'autres caractéristiques qui vont permettre de s'assembler avec ses congénères, s'assembler avec ses parents. Donc, il faut dire et redire que chez les reptiles, il n'existe ni l'arbre aquatique ni métamorphose qui est comparable à celle des amphibiens. Voilà, donc chez les amphibiens, il y a l'arbre, il y a métamorphose. La métamorphose, c'est justement pouvoir transformer la larve en adulte. Mais chez les reptiles, il n'y a ni larve, il n'y a ni métamorphose. Donc, certaines espèces sont ovovivipares ou vivipares. Donc, on a déjà parlé des espèces ovipares. Donc, il y a certaines espèces qui sont ovovivipares ou vivipares tout simplement. Donc, et ce qu'il faut dire chez les espèces vivipares, donc l'embryon reste dans la paille reproducteur maternel jusqu'à un stade avancé ou jusqu'à la naissance. Et cette stratégie est fréquente chez les reptiles vivant dans des milieux froids. Et puis, il faut dire aussi que le sexe, en fait, dépend de la température d'incubation. Dépend de la température d'incubation. Donc, la température d'incubation peut en fait, déterminer le sexe, notamment chez plusieurs tortues et crocodiliens. Donc, à ce moment, on parle de détermination sexuelle dépendant de la température. Donc, détermination sexuelle dépendant de la température.
Mais ce qu'il faut préciser, c'est que ce mécanisme n'existe pas chez les reptiles. Okay? Chez les reptiles, donc plusieurs espèces possèdent des chromosomes sexuels. Donc ça, c'est important à préciser. Donc cette détermination sexuelle dépendant de la température n'est pas générale chez les reptiles. Donc il y a certaines espèces donc, qui possèdent des chromosomes sexuels. Diversité et exemple, donc, comme on l'avait vu à l'introduction, donc les reptiles se divisent en quatre grandes lignées. Donc, il y a les chéloniens qui regroupent les tortues terrestres, dulsacicoles et marines terrestres. Vous comprenez? Et dulsacicoles, c'est les tortues qui vivent dans l'eau douce et marines dans la mer. Donc, leur caractéristique principale, c'est cette carapace et qui intègre donc une partie du squelette axial. Il y a les squamates qui comprennent les lézards, les serpents et les amphisbènes. Okay, les amphisbènes. Donc, leur nom, squam, ou squam, leur nom fait référence aux écailles et leur crâne présente souvent une mobilité importante. Ensuite, il y a les crocodiliens. Les crocodiliens, donc, qui comprennent les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gavials. Donc, ce sont de grands prédateurs semi-aquatiques, c'est-à-dire qui vivent sur la terre ferme et aussi dans l'eau. Donc, sur le plan évolutif, donc, ils sont plus proches des oiseaux que des lézards. Ils sont plus proches des oiseaux que des lézards. Et quatrième et groupe blanc, c'est les rhinocéphales qui ne sont représentés actuellement que par le tuatara de Nouvelle-Zélande. Donc, un seul représentant, okay, un seul représentant des rhinocéphales, okay, qu'on appelle le tuatara et qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Donc, on est bien, c'est une espèce protégée. Okay, c'est une espèce protégée. Donc, cette diversité de reptiles donc, illustre donc, la capacité de ces animaux à justement occuper donc, des environnements très différents. Donc, vous allez retrouver dans les déserts, par exemple, les serpents, on les retrouve dans les déserts, on les retrouve dans les milieux aquatiques, on les retrouve sur la terre ferme, on les dans des, dans des trous, dans les arbres. Donc, ils occupent pratiquement tous les milieux, sauf peut-être pour leur des serpents de mer, sauf peut-être dans l'air, dans les forêts, déserts, forêts savanes, rivières, marais, océans. OK? Donc, c'est un groupe très diversifié et lorsqu'on considère chaque groupe, et vous allez voir une variété de, de représentants à l'intérieur de chaque groupe. Donc, il constitue un groupe ancien diversifié, donc adapté, un groupe ancien et diversifié qui est adapté à qui est adapté à une grande variété de milieux terrestres et aquatiques. Nous allons à présent
parler de ces différents groupes et voir quelles sont les caractéristiques de ces groupes. Nous démarrons avec les cheloniens et les tortues. Alors, caractéristiques des, des cheloniens, donc c'est d'abord cette carapace dorsale. Cette carapace dorsale, c'est le caractère le plus spectaculaire, je dirais, le caractère le plus spectaculaire et des tortues, des cheloniers. Donc, l'autre caractéristique, c'est la mâchoire sans dents, ouverte, d'un bec couronné. Et puis, il faut dire que la partie dorsale de la carapace, alors, en ce qui concerne la carapace, donc, il y a une partie dorsale et une partie ventrale. Donc, la partie dorsale de la carapace est appelée dossière. Okay? Dossière, et il y a cette partie ventrale, il y a une partie dorsale qu'on appelle dossière et il y a la partie ventrale qu'on appelle plastron dossière et la partie ventrale est appelée plastron. Alors, il faut dire aussi que les côtes et plusieurs vertèbres sont fusionnées à la dossière, ce qui fait de la carapace une partie véritable du squelette et non une simple enveloppe extérieure. Donc, cette carapace est liée donc, au squelette interne, donc ce qui fait que cette carapace n'est pas simplement un revêtement externe, mais aussi c'est une partie du squelette de l'animal. Donc, ce sont des animaux et sans dents, donc mâchoire ouverte, un bec couronné, et cette bec et la forme de cette bec, de ce bec varie selon le régime alimentaire. Donc, il y a une tortue herbivore et c'est par exemple une tortue qui est herbivore, donc la posséder un bec qui est adapté à la coupe des végétaux, alors que et si on considère une tortue carnivore, capable de bec tranchant et crochu, justement, ça permet que les déchiqueter et couper et ces poids. Alors, les cheloniens sont majoritairement aquatiques ou semi-aquatiques. Il faut dire que toutes, toutes les tortues respirent avec des poumons, toutes sans exception respirent avec des poumons. Donc, ce sont des modèles et doivent donc remonter à la surface et lorsqu'elles sont aquatiques. Donc, les tortues aquatiques doivent remonter à la surface pour justement respirer. Donc, ovipares, et elles sont ovipares pour leurs œufs sur la terre ferme. Donc, maintenant, en ce qui concerne les tortues marines, donc, elles doivent quitter momentanément l'océan pour creuser un nid dans le sable. Donc, comme on a vu précédemment, donc on distingue les tortues marines, tortues d'eau douce, les tortues terrestres. Okay, donc, les membres sont transformés en nageoires, sauf que les tortues marines et palmées chez plusieurs espèces d'eau douce et robustes, donc chez les tortues terrestres. Donc, on a des exemples, on a 3 exemples, tortues marines carita carita, tortue d'eau douce, Rachymistricta, tortue terrestre, Escudo graica,
Donc, ce sont des exemples de tortues vivant dans des milieux donc, différents. Alors, en ce qui concerne la carapace, c'est en fait une des innovations donc, qui permettent à cet animal de s'adapter notamment à la terre. Donc, la carapace des tortues représente une, je dirais, innovation anatomique exceptionnelle. On parle de carapace là, on partie dorsale qu'on appelle dossière. Il y a une partie ventrale, vous voyez bien l'image, donc on montre et la partie ventrale qu'on appelle le plastron et la partie dorsale qui est en contact avec les vertèbres qu'on appelle les dossières. Donc, et cette dossière donc, est en relation avec les vertèbres, en relation avec les côtes et d'autres éléments osseux et se trouvant au niveau dorsal. Donc, se trouvant au niveau dorsal, donc il faut dire que chez la plupart des espèces, la surface de la carapace est recouverte d'écailles couronnées appelées écussons. Okay? Écussons. Donc, chez certaines, la plupart des espèces, donc, on peut retrouver des écailles couronnées au niveau de la carapace. Ces écailles, on les appelle écussons. Et donc, ce qu'il faut dire, et de plus par rapport à cette carapace, donc chez la plupart des espèces, donc, comme on l'a déjà dit, donc, il existe des écailles, mais aussi, il faut dire que les tortues à carapace molle et la tortue lutte présentent une organisation différente. Donc, et quand on parle de carapace, on pourrait penser que c'est toujours une structure rigide, solide, mais non, il existe des tortues dans la carapace et molle, ok, et notamment la tortue lutte. Une particularité évolutive des majeurs et chez ces animaux, c'est la position des ceintures. Donc, on avait vu précédemment, on avait parlé de ceinture scapulaire et ceinture pelvienne. Donc, chez les autres tétrapodes, la ceinture scapulaire se trouve à l'extérieur de la cage thoracique et chez les tortues, elle se trouve en quelque sorte à l'intérieur de l'ensemble formé par les côtes et la carapace. Alors, quel est le rôle de cette carapace? Donc, elle assure une protection mécanique. Elle participe également au soutien du corps, au stockage de minéraux et à la respiration. Donc, elle n'est pas insensible, donc elle est vivante, elle est vascularisée et aussi innervée. Donc, certaines espèces de tortues peuvent rétracter la tête et les membres. Et, par contre, si on fait expérience à l'UNS, par exemple, cet animal, cette image, l'image que vous ne voyez pas la tête, justement, c'est parce que la tête est rétractée à l'intérieur de l'animal. Donc, c'est un réflexe de protection. Donc, il faut dire que
Et en ce qui a trait à la respiration, en ce qui a trait à la respiration des tortues, et la capacité par rapport à sa rigidité et aussi par rapport à et son lien avec les côtes. Donc, ça empêche aux tortues d'utiliser les côtes pour ventiler les poumons. Donc, contrairement aux lézards, donc, elles ne peuvent pas dilater librement la cage thoracique parce que certaines côtes sont soudées à la cage thoracique. Donc, la ventilation chez ces animaux est assurée par des groupes musculaires spécialisés. Donc, certains muscles déplacent les viscères vers l'extérieur et agrandissent l'espace disponible pour les poumons, favorisant l'inspiration. Donc, en diminuant la pression interne, d'autres déplacent les viscères vers l'intérieur et compriment les poumons, donc favorisant l'expiration. Donc, il faut dire que les poumons sont situés dorsalement. Les poumons sont situés dorsalement juste sous la carapace. Sous la carapace. Donc, ce qui limite leur compression par d'autres organes. Donc, certaines tortues aquatiques peuvent compléter les échanges respiratoires par des surfaces extra-pulmonaires. Et par exemple, chez quelques espèces, des sacs cloacaux revascularisés absorbent une partie de l'oxygène dans l'eau et des sacs cloacaux, c'est-à-dire des sacs qui se trouvent au niveau des cloaques, auxquels vous êtes habitués, des cloaques. Donc, c'est ça qui possède des vaisseaux sanguins très fins, donc, au contact de l'eau, donc peuvent également contribuer à la respiration chez ces animaux. Et on parle à ce moment de respiration cloacale. On parle de respiration cloacale. Mais ce qu'il faut dire, cette respiration cloacale ne remplace pas les poumons. Okay? Donc, elle s'ajoute à la respiration pulmonaire, mais elle ne peut en aucun cas remplacer la respiration pulmonaire. Et puis, pour peut-être terminer, on va parler de longévité. Donc, il faut dire que parmi les vertébrés, donc les tortues sont les plus longévifs. OK? Et il y a certaines espèces qui dépassent 180 ans. Par exemple, Aldabrachylis gigantea. Donc, c'est des espèces qui vivent plus longtemps que l'homme d'aujourd'hui. En ce qui a trait à leur métabolisme, donc c'est très faible, la croissance lente, vie longue et vieillissement extrêmement lent. Et puis, pour ce qui concerne la détermination sexuelle dépendante de la température, donc chez la majorité des espèces, donc cette détermination sexuelle dépend de la température. Exemple, chez certaines espèces, selon les espèces, et 31 degrés Celsius, donc c'est femelle, 27 degrés c'est mâle. Donc, vous comprenez la relation, l'effet de la température sur le déterminé sexuel de ces animaux.
Et puis, il y a les squamates, deuxième groupe de reptiles qui comprend les lézards et les serpents. Donc, il faut dire que les squamates, c'est l'ordre le plus diversifié des reptiles actuels qui regroupe les lézards, serpents et les amphisbènes dont on ne va pas y parler vraiment dans le cadre de ce cours. Donc, pour recouvrir des cailles kératinisées et fait objet de mues périodiques, le crâne présente généralement une synèse importante, c'est-à-dire une motilité importante. Plusieurs articulations permettent aux différents éléments du crâne de bouger les uns par rapport aux autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui, vous avez certainement déjà vu des serpents qui avalent de gros animaux. Donc, il y a cette capacité du crâne à se déformer justement pour permettre l'entrée de grosses poids. Il y a les lézards qui possèdent le plus souvent 4 membres, des paupières mobiles et une ouverture auriculaire visible. Et puis, il existe cependant des exceptions, de nombreuses exceptions. Donc, on peut dire, par exemple, certains lézards, comme les orvets, sont dépourvus de membres. Okay? Il y a des lézards qui ne possèdent pas de membres. Par exemple, les orvets sont dépourvus de membres. Et puis, pour ce qui a trait aux serpents, donc, le corps est allongé, dépourvu de membres externes, bien qu'il est capable un vestige pelvien, par exemple, les pythons et les bois, donc posséder un vestige pelvien, donc mâchoire souple, donc permettant d'avaler des proies volumineuses. Exemple de lézards, iguanes, geckos, caméléons, serpents, pythons, cobras, vipères, etc. Donc, la canou capable de couleuvres, vertes et comme encore couleuvres marron, comme couleuvres madeleine, etc. Et bois, et certainement, et dans les marmelades, on bien ça va de la bois, donc au serpent qui la journée a dormi puis la nuit très actif. Ok, donc nous poursuivons avec les squamates qui est les lézards, les serpents, les amphisbènes et quelques particularités. Et il faut dire que la grande diversité des squamates repose en partie sur la mobilité de leur crâne. Et cette synèse crânienne permet de saisir, manipuler, avaler donc, des aliments de forme très variée. Il y a l'organe voméronasal, l'organe de Jacobson, qui est particulièrement important. Donc, il y a aussi la langue collecte des particules chimiques dans l'air ou sur le sol, puis les transporte vers cet organe situé dans le palais, justement, pour pouvoir prendre connaissance de ce qui se passe, ce qui se trouve dans leur environnement proche. Donc, cette cinétique crânienne est liée aux os et à la mobilité des os du crâne, les uns par rapport aux autres.
Donc, ce qui favorise une adaptation et une augmentation de la capacité alimentaire de ces animaux. Alors, particularité physiologique commune, donc il y a forte sensibilité vibratoire, chémoréception très développée, organe voméronasal, organe de Jacobson, vision variable selon les espèces. Il faut dire que certaines espèces de serpents voient très mal. Okay? C'est surtout les mouvements des poids qui leur permettent de les suivre. Donc, et il y a aussi certains serpents, ce qu'on appelle les fossettes thermo et réceptrices, donc qui permettent de détecter la chaleur et c'est par rapport à cette détection que les serpents lui-même, par exemple, les endroits qui sont les plus chauds du corps, si vous mettez face à un serpent qui possède des fossettes thermorécepteurs, vous allez voir que, par exemple, les bois, les phytons, les cotales, vous allez voir que ces serpents vont frapper là où il y a plus de chaleur. Okay? Là où il y a le corps dégage plus de chaleur. Donc, c'est des particularités physiologiques communes donc, qui permettent à l'animal de justement prendre connaissance de ce qui se passe dans leur environnement. Et puis, il faut aussi parler de, par exemple, la langue bifide des serpents. Donc, certainement, vous avez vu ça dans les documentaires. Donc, des serpents avec une langue à deux branches et symétriques. Il faut dire que cette langue sert d'organe sensoriel. Donc, les deux extrémités recueillent séparément des molécules présentes de chaque côté. Donc, l'animal peut ainsi donc, comparer la concentration de molécules présentes dans l'environnement et à gauche et à droite et avec ça suivre une poids. Donc, les squamates occupent une gamme considérable d'habitats, bien certains qui sont arboricoles, d'autres fisseurs comme les amphisbènes. Les amphisbènes sont des fisseurs. Il y a certains qui sont aquatiques, il y a des serpents aquatiques, serpents arboricoles, serpents terrestres, serpents désertiques, montagnards. Donc, ces animaux, on les retrouve pratiquement dans beaucoup d'habitats, pour ne pas dire les habitats. Et puis, régime alimentaire varié, insectivore, carnivore, herbivore, omnivore, pour spécialiser tout simplement dans la consommation d'escargots, d'autres reptiles ou encore des œufs. Et puis, chez les serpents notamment, il y a développement d'innovations particulières comme le venin, le changement de couleur, il y a la locomotion sans membres, et puis l'adhésion surface chez les geckos ou l'autonomie caudale. Donc, l'autonomie caudale, c'est cette capacité pour certains reptiles à régénérer leur queue, donc ils n'ont pas de problème à ce que nous laissions partir notre client pour des prédateurs, tout en sachant que cette queue va être régénérée, même si ce n'est pas de même façon avec queue originale. Particularité des lézards, et les lézards
eux-mêmes possédaient des paupières mobiles, contrairement aux serpents dont les yeux sont recouverts par une écaille transparente appelée lunette. Donc, il existe chez les lézards des exceptions, comme par exemple les geckos, dont en fait les paupières sont fusionnées et il s'y trouve une ouverture auriculaire externe et souvent visible derrière l'œil. Donc, elle conduit une membrane tympanique et sauf chez les geckos, il faut dire la langue varie beaucoup selon les groupes. Elle peut être courte et charnue chez certains longues et projectiles, chez les caméléons bifides, chez les varans. Par exemple, et, voyez là, là est dernier en toi, donc langue projectile, donc l'animal qui projette sa langue justement pour capturer une fourmi. Donc l'autonomie caudale, c'est une perte volontaire de la queue lors d'une agression, tout en sachant que cette queue peut être régénérée et même si c'est différemment de la queue originale, donc c'est une queue de nature cartilagineuse qui est formée de protéines de structure. Et puis, langue et organe de la consonne, la langue intrusive ou érétactile, elle capte les particules chimiques, les envoie à l'organe nasal pour analyse ou encore organe de Jacobson. Donc, c'est en fait cet organe qu'on appelle organe nasal ou organe de Jacobson. Donc, justement, en appréciant et la concentration des molécules émettent par d'autres animaux, notamment des pois. Donc, ça permet aux serpents notamment de suivre ou encore aux prédateurs de suivre les proies jusqu'à la capture. La particularité des serpents. Alors, particularité la plus spectaculaire, c'est l'absence de membres. Ok, donc le corps du serpent est extrêmement allongé, donc le nombre de vertèbres et de peau est fortement augmenté. Donc cette organisation permet chez ces animaux plusieurs types de, de locomotion, plusieurs types de locomotion. Donc il y a la locomotion rectiligne, et utilisée notamment par les grands serpents. Ok, et le concertina est efficace dans les galeries pour les passages étroits. Il y a des placements latéraux ou side winding est adapté aux surfaces meubles et chaudes des déserts. Et donc, ouais, donc, il y a plusieurs types de déplacements chez ces, ces animaux. Et donc, nous poursuivons avec particularité et des serpents. Donc, une et particularité serpents possédent un crâne très mobile, très mobile. Donc, on parle de crâne hyper cinétique.
Couverture très large de la bouche, mandibule non soudée à l'avant, reliée par un ligament élastique. En conséquence, ingestion de poids beaucoup plus gros que la tête. Certainement, vous avez déjà vu des serpents qui avalent des animaux, des fois, des animaux tellement gros, tout le monde peut toucher les serpents. Et alors, en ce qui concerne la dentition, donc vous voyez le canne avec des dents. En ce qui concerne la dentition, il faut dire que cette dentition varie selon le mode d'alimentation. Les serpents à glyphes, serpents à glyphes n'ont pas de couche spécialisée. Les opistoglyphes possèdent des couches postérieures. Les protéroglyphes, comme les cobras, possèdent des couches antérieures relativement fixes. Et il y a les solénoglyphes, comme les vipères, donc ont de longs couches mobiles. Et puis, il y a certains serpents qui détectent également le rayonnement infrarouge grâce à des fossés thermosensibles. Donc, ça aussi leur permet d'attaquer. Donc, s'il y a attaqué on poids, donc c'est côté qui paraît plus chaud que a frappé grâce à ces fossés thermosensibles qui leur permettent de détecter le rayonnement infrarouge. Et puis, on en a déjà parlé en ce qui concerne les poumons. Donc, il y a le poumon droit qui est bien développé, alors que le poumon gauche peut être absent ou réduit. Donc, c'est une adaptation à la forme allongée des serpents. Et puis, pour terminer avec les serpents, donc, parlons du rôle écologique des squamates et le rôle écologique. Il faut dire que, comme on a déjà vu, que les squamates occupent une grande variété de niches écologiques. Donc, les espèces insectivores comme de nombreux geckos régulent la population d'insectes. Elles peuvent ainsi limiter certains ravageurs agricoles et certains arthropodes nuisibles. Donc, il y a des espèces prédatrices contre les populations de petits mammifères, d'amphibiens, d'oiseaux, d'autres reptiles. Les serpents jouent un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs. Les espèces herbivores, comme plusieurs iguanes, consomment des feuilles, des fleurs, des fruits. Elles peuvent contribuer à la dispersion des graines. Il y a les espèces fruiteurs et, qui participent au fonctionnement des sols et utilisent des milieux inaccessibles à de nombreux autres vertébrés. Il y a les formes arboricoles. Donc, il faut dire aussi que les squamates sont également des proies pour les oiseaux, les mammifères d'autres reptiles. Donc, ils occupent plusieurs niveaux des réseaux trophiques. Ok, donc, nous poursuivons avec les crocodiles. Nous allons parler à présent des crocodiles. Nous allons voir la diversité, quelques exemples, leur mode de vie. Et alors, ce sont des grands reptiles semi-aquatiques avec un corps robuste, une longue queue comprimée latéralement et des membres relativement courts et des pieds souvent palmés. Donc là, c'est bien visible. Donc les pieds palmés, ouais, les pieds avec, si je compte ici, pied gauche, 1, 2, 3, 4, 6 doigts, ok, et il y a 6 doigts. Et puis, peau épaisse, kératinisée et sous dos,
sont capables, ce sont des rangées d'épines, c'est ce qu'on appelle les ostéodèmes, qui constituent une sorte d'armure de protection. Donc, vous voyez bien ces rangées d'épines. Et nous sommes capables de sous d'eau et crocodile que nous regardons en l'air là, nous 1, 2, 3, 4, et on dirait 5, 1, 2, 3, 4, 5 ou 5 rangées d'ostéodèmes, donc qui en quelque sorte constituent une sorte de d'armure pour protectrice pour ces animaux. Alors, une particularité des crocodiliens aussi leurs manches froids, qui sont extrêmement puissants, je dirais les plus puissants du règne animal, et qui possédaient aussi de nombreuses dents et dents coniques en forme de cône. Ok, donc ces dents qui sont implantées dans des alvéoles et osseuses, donc on parle de dentition técodonte, dentition técodonte, ok, dentition técodonte. Elles sont adaptées à la saisie plutôt qu'à la mastication. Donc, il y a les yeux, les narines, les oreilles se trouvent sur la partie supérieure de la tête. Donc, ça, on peut observer ça dans les images qui viennent à slide. Donc, l'animal peut ainsi rester presque entièrement immergé tout en observant et en respirant. Et ça, c'est une belle technique de chasse chez les crocodiles. Donc, priorité est immergée, mais pourtant, il y aurait toute sa capacité à l'extérieur et à respirer. Donc, et que les animaux, ça, même ces organes propulseurs qui permettent de déplacer pendant la nage. Et sur la terre ferme, donc certains crocodiles peuvent marcher, ils possèdent des pas palmiers, donc ça permet de marcher. Et puis, ce qu'il faut dire pour terminer avec ce slide, c'est que et, et les crocodiliens sont aussi remarquables par leurs comportements sociaux et leurs soins parentaux. Donc, on a présenté quelques crocodiles. Donc, crocodiles, alors pas quelques crocodiles, quelques crocodiliens. Donc, on a des crocodiles du Nil, Crocodilus niloticus, on a Gavialis gangeticus et on a un alligator d'Amérique. On voit la différence au niveau de la tête de ces animaux. Donc, ils respirent par des poumons, glande cloacale ou venin, cap membrane palmée plus puissante et puissante mâchoire avec de nombreuses dents. Donc, tout ça caractérise ces animaux qui gagnent environ 26 espèces. Et ce sont les plus proches parents des oiseaux. Ce sont les plus proches parents des oiseaux. Et là, c'est selon la phylogénétique moderne, donc, notamment des noms qui animaux qui est plus proche parents des oiseaux, nous pas bien choisir les crocodiles. Donc, voilà ce que peut faire la génétique. Donc maintenant, n'oubliez pas que la plupart des reptiles possèdent un cœur à 3 cavités, mais c'est sauf les crocodiliens qui possédaient un cœur à 4 cavités. Donc,
qui fonctionne de manière très étanche et bien différenciée. Donc, deux oreillettes et deux ventricules totalement séparés. Donc, le côté droit reçoit le sang en oxygène provenant des organes. Il envoie normalement vers les poumons. Le côté gauche reçoit le sang oxygéné provenant des poumons et l'envoie dans la circulation systémique. Donc, c'est un système circulatoire double entre le cœur et les poumons et ensuite entre le cœur et les organes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'organisation vasculaire diffère de celle des mammifères. Okay, bon, on ne va pas entrer dans les détails. Okay, on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, pendant une plongée prolongée, donc le débit sanguin dirigé vers les poumons peut diminuer. Donc, une partie du sang est redirigée vers la circulation systémique. Donc, ce mécanisme économise l'oxygène et peut favoriser la digestion en dirigeant vers l'estomac du sang riche en dioxyde de carbone. OK, donc vous pouvez sur l'image donc identifier les oreillettes gauche, oreillette droite, les ventricules. Donc, si vous voyez, vous pouvez voir que c'est la paroi des ventricules est plus épaisse. Donc, elles sont adaptées à la contraction, voire et pour propulser le sang vers les poumons et vers les organes, dépendamment de la partie du cœur considérée. Et chez ces animaux, il existe un second palais qu'on appelle palais secondaire. Les crocodiliens possèdent un palais secondaire aussi bien développé. Et cette structure, ça le fait en fait séparer les voies respiratoires de la cavité buccale. Les voies respiratoires de la cavité buccale. Et alors, c'est ce qui permet, c'est ce qui fait que donc, le crocodile peut tenir une poids dans l'eau tout en respirant. C'est justement donc, ce palais secondaire qui permet à l'animal de continuer à respirer tout en gardant une poids dans l'eau. Donc, dentition et morsure. Alors, pour dire que les dents sont implantées dans des alvéoles osseuses, on a parlé récemment et tout à l'heure, on peut parler de dents picodontes. Ok, donc on peut parler de dents picodontes. Il faut dire que les dents des crocodiles sont coniques. Bon, on voit l'image, ce sont des dents coniques sous forme de cône et robustes implantées dans des alvéoles. Et c'est une dentition qui est adaptée à la capture et au maintien des poids. Ok, donc si les dents sont remplacées continuellement au cours de la vie du crocodile, et il faut dire aussi qu'un crocodilien peut ainsi produire plusieurs milliers de dents pendant son existence. Alors, ces animaux, les crocodiliens, pas mastiquer comme des mammifères. Donc, ils saisissent les poids, les écrasent parfois, les arrachent des morceaux grâce à des mouvements de rotation appelés roulade de la mort. Donc, nous connaissons le crocodile qui
qui est un point qui a viré tête sous tête à gauche à droite, on appelle ça roulade, donc de la mort. Et puis, et ce qui est intéressant à dire, c'est la puissance des mâchoires de ces animaux. Donc, la force de fermeture des mâchoires est extrêmement élevée, c'est jusqu'à 16 000 newtons. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire si vous mettez main entre les deux mâchoires du crocodile et puis le crocodile, la ferme de mâchoire, ça, donc c'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est ce qui permet effectivement de broyer les os, les carapaces. Donc, un seul coup de mâchoire, une seule fermeture de mâchoire, donc on a cassé, puis on a cassé mieux. Donc, c'est des animaux qui possèdent de puissantes armes pour dévorer leur proie. Alors, et même si nous parlons de peau kératinisée qui est des ostéodermes, donc il faut dire que cette peau n'est pas insensible, donc il y a une certaine sensibilité cutanée qui est très développée. Donc, au niveau de la peau, on retrouve des organes sensoriels, par exemple les corpuscules d'Heimer, terminaison nerveuse, donc ce qui permet de détecter pression, vibration, courant d'eau, mouvement des poids. Donc là, c'est très important parce qu'on aurait tendance à croire que le fait que la peau est kératinisée, la peau est épaisse, donc cette peau est insensible. Non, elle n'est pas insensible parce que la peau est vascularisée, et ensuite elle est innervée. Donc ce qui permet d'apprécier tout ce qui se passe dans l'environnement de l'animal. Et puis, en termes d'adaptation écologique, donc il faut dire que les crocodiles sont généralement des prédateurs situés au sommet, auprès du sommet des réseaux alimentaires. Donc, nous avons les crocodiles qui abouvent avec lui. Et donc, on a crocodiles qui captent des léopards ou encore d'autres prédateurs féroces, surtout près des sources d'eau. Donc, tout comme les crocodiles peuvent être des fois pour les tigres ou encore des lions. Donc, c'est la raison pour laquelle les crocodiles sont capables de situer au sommet, auprès du sommet, et des réseaux alimentaires. Donc, on consomme des poissons, des crustacés, des oiseaux, des mammifères, des reptiles. Et puis, c'est des animaux aussi dont les soins parentaux sont particulièrement développés. Donc, la femelle construit ou cause un nid, surveille les œufs et répond par les jeunes avant l'évolution. Je me rappelle avoir visionné un documentaire côté que il y avait une relation euh, entre une espèce d'oiseau et un crocodile. Donc, l'espèce d'oiseau surveille le nid pendant que le crocodile est allé chasser et à l'approche du serpent qui viennent manger les œufs, donc l'oiseau émet des cris et puis crocodile là, il pourrait venir justement pour empêcher aux consommateurs d'œufs, donc de se délecter et de leurs. Donc c'est un type de relation que nous voyons entre les crocodiles et certaines espèces d'oiseaux.
Et puis, nous gagnons un slide ça qui présente nous les différences entre, notamment, les trois principaux représentants des crocodiliens, les trois principaux représentants des crocodiliens, à savoir les crocodiles, les alligators, les caïmans. Donc, je vous laisse apprécier cette différence. Et on va passer à Oricocéphale, le principal représentant et de l'ordre, donc situé à Ottawa. Donc, c'est le représentant actuel de l'ordre, et c'est l'espèce vivante, Sphenodon punctatus tuatawa, endémique de la Nouvelle-Zélande, ressemble à un lézard, mais constitue une ligne évolutive distincte. Comment on pourrait dire, c'est capable de et comment expression à dire encore, c'est en fait on, et ok, voici la venue dès que le film maintenant de nous. Donc, endémique de la Nouvelle-Zélande, donc, possède un pariétal qui est développé chez les jeunes dans sous des mâchoires et classé acodonte, dans acodonte, à l'intérieur dans técodonte, qui était trouvé dans des alvéoles dentaires. Là, les dents sont sous des mâchoires, en croissance lente, longévité exceptionnelle, supérieure à 100 ans. Et puis, ce sont des ovipares pondus à incubation très longue. Alors, quelques caractères morphologiques de Tuatawa. Ok, donc on voit ici, donc crâne diapside, du tout au niveau des pariétaux, c'est-à-dire comportant à l'origine deux ouvertures temporales de chaque côté. Et contrairement à de nombreux squamates, donc son crâne et, donc, a conservé une structure relativement rigide et je dirais que le quadrate est peu mobile et la synèse crânienne est limitée. Les dents sont accodantes, contrairement aux, et, aux crocodiles qui possèdent des dents tricodantes. Et avec l'âge, les dents s'usent et les bords possèdent des mâchoires participent de plus en plus à la mastication. Et puis, il faut dire que le tuatara possède aussi une crête dorsale d'écaille. Vous voyez ça bien, cette crête dorsale et d'écaille bien développée en mur de protection. Ok, en mur de protection. Et puis, et quatre membres forts et à 5 doigts avec des griffes. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la morphologie? Donc, en termes d'importance évolutive, donc c'est une lignée très ancienne. Donc, si bien qu'on peut les considérer comme des fossiles vivants, donc par rapport à leur ancienneté, par rapport à leur ancienneté, leur endémicité, donc on peut les considérer comme un fossile vivant, le tuatara. Donc, certainement, c'est un animal protégé de la Nouvelle-Zélande. Et puis là, on vous présente le crâne, la dentition. Ouais, donc, c'est soudé et les dents, et c'est soudé à codonte, alors que chez les crocodiles, c'est des dents técodontes
qui sont enfouis dans des alvéoles dentaires. Et puis, là, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste les trois parties là et pour terminer. C'est un tableau comparatif des différents groupes de, de Donc, on a les chéloniens de testudine, carapace osseuse ou des squelettes de particularité majeure. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a des particularités chez chaque groupe, mais ici, on met l'accent sur la particularité majeure. Donc, ça doit retenir votre attention. Donc, on ne parle pas des particularités, mais c'est une particularité spectaculaire qu'on parle ici. Par exemple, chez les testudines, on rapport les chéloniens, les tortues, donc c'est la carapace avec la face dorsale qu'on appelle loussière et la face ventrale qu'on appelle plastron. Chez les squamates, les serpents, et notamment les squamates lézards, donc ils ont une cinétique crânienne très développée. Les serpents, c'est perte des membres et hypercinésie et du crâne. Crocodile cœur à quatre cavités et puis tuatara, c'est conservation de caractères ancestraux aussi bien, on peut les considérer comme des fossiles vivants. Et puis, dans ce slide, donc, on reprend les évolutions majeures qui permettent à ces animaux de s'adapter à la vie sur la terre ferme. Donc là encore, je vous laisse le soin d'apprécier ces innovations et on en a parlé pour beaucoup d'entre elles. Donc, c'est déjà vu précédemment. Donc, je vous laisse le soin d'apprécier ces innovations. Là encore, c'est encore des innovations. Donc, cœur à trois cavités, cœur à quatre cavités et fécondation interne, donc adapté à la vie ferme. Bon. Et puis, pour terminer, donc, ici, on a une conclusion générale sur, en fait, les reptiles. Donc, on reprend quelques caractéristiques. Par exemple, on parle des innovations, on parle de la diversité écologique, diversité de forme, de taille, adaptation remarquable, importance écologique, importance pour l'homme. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les reptiles, donc, ce sont des animaux qui, en fait, sont les premiers à investir la terre ferme et cet investissement nécessite des adaptations, des innovations et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver chez ces animaux des structures, des changements, des modifications physiologiques corporelles qu'on n'avait pas trouvées chez les animaux. Et précédent notamment la peau, le système réglementaire, le système reproductif et la respiration aussi. Donc, et voilà l'étude des reptiles. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez laisser les questions dans les commentaires sur ma chaîne YouTube. Et dans le prochain cours, donc on parlera des amphibiens. Normalement, on devrait voir les amphibiens avant les reptiles, mais pour ça, présent le fichier des amphibiens est improbable, c'est la raison pour laquelle je continue avec les amphibiens, mais assurez-vous que le prochain cours sera sur les amphibiens, étant donné que on a déjà vu les reptiles. À la prochaine, on